Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, comme cela vient d'être dit, effectivement, c'est un sujet d'actualité. Tout le monde a entendu parler de l'intelligence artificielle, donc c'est le sujet du moment. Après, comment en profiter dans la pratique médicale? C'est ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui. Avant de commencer, juste un petit peu pour connaître un peu vos habitudes. Qui utilise, on va voter à main levée, qui utilise déjà un logiciel médical? Logiciel déjà, vous travaillez, vous avez des archives, encore des papiers, etc. Non, donc c'est un logiciel médical, déjà logiciel. Je n'ai pas un logiciel, je me débrouille, mais c'est informatisé. Mais c'est informatisé. Ça veut dire que c'est un logiciel. Si c'est informatisé, il y a un logiciel. D'accord. Alors, qui a déjà utilisé ChatGPT, par exemple? Tout le monde. Donc, d'accord, vous ne l'avez jamais utilisé? Jamais. Bon, après la session d'aujourd'hui, Inch'Allah, vous allez l'utiliser. Alors, après, qui a déjà utilisé ChatGPT, par exemple, au cabinet, pour des tâches médicales? Là, on tombe à une seule. Une seule, d'accord. Très bien. Combien de fois par jour, ou là par semaine ou par mois? Par jour. Donc, vous êtes une habituée, mais vous êtes la seule. Moi aussi. Je dois faire attention à quelque chose que je n'ai pas fait attention. D'accord. Mais parfois, je ne fais pas tellement confiance à 100%. Il faut. On va en parler. Bien sûr. Non, bien sûr, on va y arriver. Mais donc, vous êtes peut-être la seule exception de la salle. Mais comme vous, moi, je l'utilise beaucoup. Je ne l'utilise pas dans cette tâche-là. Moi, je l'utilise plutôt dans d'autres tâches. Je vais vous en parler. On peut l'utiliser dans plein de choses. Alors, je vais vous faire une petite présentation. Une heure. 45 minutes. Alors, je vais essayer de faire vite. Je vais faire une petite présentation. Si vous permettez, nous allons laisser les questions jusqu'à la fin. Quand vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord? L'audience est d'accord. Très bien. Donc, moi, l'idée d'y aller, c'était, comme je ne connaissais pas un peu le niveau de chacun, je vais faire une petite présentation juste pour présenter un peu ce qui existe. Et après, je voulais vous faire des exercices pratiques pour savoir comment faire pour l'utiliser dans le cabinet. Donc, pourquoi ce topo, je disais. Alors, ça, j'ai demandé à ChatGPT de générer une image d'un médecin heureux parce que sa qualité de vie est améliorée par l'utilisation de l'IA. Et c'est vrai. C'est sûr. Il m'a généré cette photo. Juste pour s'amuser, par exemple. Vous pouvez demander Albert Einstein avec Macron et Trump en djellaba en train de boire du thé marocain. Ouais, en fait, vous pouvez tout faire, ça dépend de votre imagination. Ça, je lui ai demandé de générer une vidéo. Alors, il faut que je clique sur la vidéo, mais d'un médecin en train d'examiner. C'est des gens qui n'existent pas. Hein. Ça, il a inventé des gens. Donc, c'est juste pour vous dire un peu tout ce qui... les limites sont infinies, en fait. Ça dépend de votre imagination. Donc, je passe rapidement sur la course mondiale vers l'IA. Donc, il y a une course énorme entre les grandes puissances parce que c'est un enjeu majeur de puissance. Là, les grandes puissances se battent pour dominer l'IA. Celui qui dominera l'IA dominera tout le reste. Donc, dans la technologie, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont investis. Les domaines maintenant de recherche avancée, c'est justement l'IA, c'est les robots, et vous avez vu ça, les supercalculateurs, etc. Alors, pour arriver en médecine, les avancées à l'heure actuelle sont majeures. Par exemple, dans le diagnostic médical assisté, tout ce qui est image, par exemple, l'IA fait mieux que l'homme. Donc, analyser une image, ça, on est déjà dépassé. Et bientôt, les radiologues auront tous dans leur machine une intelligence artificielle qui va les guider pour leur dire, voilà, il y a cette petite image qui n'est pas normale qui est là, etc. Et donner dépister des cancers, etc. À un stade, des lésions que l'œil humain ne peut pas voir peuvent être détectées par l'intelligence artificielle. Ça, on est déjà là. La recherche pharmaceutique aussi, par exemple. L'IA est capable de générer de nouvelles molécules. Tu vois, juste en leur donnant, par exemple, les anciennes molécules, il va voir les configurations chimiques de chaque molécule et peut vous proposer de nouvelles molécules. Et c'est déjà le cas, c'est en cours maintenant. La robotique chirurgicale est déjà en cours, elle est utilisée. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler du robot Da Vinci. Maintenant, on peut opérer à distance, à des milliers de kilomètres, on peut opérer un malade.
Et puis la médecine personnalisée basée sur l'IA, ça aussi c'est quelque chose qui est déjà en cours de validation. C'est le futur. C'est dans quelques années, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que nous sommes uniques. La médecine actuelle, ce que nous faisons tous dans nos cabinets, on fait de la médecine de masse. C'est-à-dire on traite à peu près, vous avez un malade qui vient pour une arthrose, pour un infarctus, etc. Vous avez des protocoles, vous donnez le même traitement. Bientôt, ça ne va pas être le cas. Chaque malade est unique, il a une signature, il a un génome qui est à part, il a un microbiote qui est différent, il y a des cellules qui sont... Et si, avec l'IA, vous avez la carte de chaque malade avec son génome, son microbiote, etc., etc., vous pouvez proposer des choses adaptées à chaque être humain tout seul. Ça, c'est le futur. Et c'est l'IA qui va permettre ça, parce que nous, on ne peut pas analyser un génome et avoir, etc., pour chaque malade, ou le microbiote de chaque malade, etc., etc. Alors, pour parler du sujet d'aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle les IA génératives. ChatGPT étant le premier et celui le plus célèbre, mais il y en a d'autres. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de DeepSeek ou de Qwen. Moi, je les aime beaucoup. Bon, pour le moment, j'utilise encore ChatGPT, qui est le truc américain. DeepSeek et Qwen, c'est les Chinois. Mistral, c'est le français, il est un peu moins bon. Mais les deux Chinois, surtout Qwen, moi j'aime beaucoup, il est presque aussi performant que ChatGPT. ChatGPT est un petit peu supérieur dans certains domaines, je vais vous en parler tout à l'heure. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vraiment de l'intelligence? En fait, ce n'est pas vraiment de l'intelligence pour le moment. En fait, c'est des calculs, c'est des maths, tout simplement. C'est des maths. Si je vous dis, par exemple, rira bien qui rira le... Bah, vous êtes tous... C'est ce que fait ChatGPT. En fait, quand vous mettez des mots, il calcule la probabilité du mot qui va suivre. Et comme c'est un super calculateur, donc il trouve toujours... C'est uniquement ça. C'est vraiment ça, ChatGPT. C'est une probabilité de mots qui se suivent. Donc ce n'est pas vraiment de l'intelligence au propre sens comme l'intelligence humaine. Voilà un peu l'historique. Donc ça a commencé en 2018. C'est une success story énorme. Et donc il y a eu des modèles. Et là, on est à 4.5. Où il y a un raisonnement avancé, il commence à faire des rapprochements, etc. Et ChatGPT-5 est prévu pour cette année, et on prévoit encore une amélioration justement du raisonnement avancé, de pouvoir exploiter toutes les données. Depuis 2003, il est devenu multimodal, c'est-à-dire qu'il peut faire plein de choses à la fois du langage, des images, des vidéos, du son, etc., et mélanger tout ça et l'exploiter. Mais en fait, on a mis toutes les connaissances humaines dans une sorte de base de données, et il prend ces connaissances humaines et il fait un calcul super rapide pour vous donner la réponse. Mais comme ce qui a été dit tout à l'heure, avant, pour ceux qui étaient habitués à Google, quand vous lancez une recherche Google, il vous donne des propositions, plein de pages, et c'est à vous de faire votre analyse critique pour trouver la meilleure réponse, on va dire. Avec ChatGPT, il vous donne une seule réponse. D'accord? Alors, souvent c'est bon, c'est très bien, ça peut être super, mais s'il se trompe, vous n'avez que cette réponse. Et donc, il faut être très vigilant. Et parce que parfois, il peut mentir, il peut halluciner, vous donner des choses fausses, et il ment avec l'aplomb de quelqu'un qui sait très très bien. D'accord? Mais il suffit si vous êtes sûr de vous, vous lui dites non, là tu t'es trompé, c'est pas ça. Et il vous dit ah oui, excusez-moi, non, effectivement, c'est pas ça, je vais corriger. Il faut faire très attention. Donc, comment ça fonctionne? En fait, en général, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une sorte de pré-entraînement. Ils ont copié toutes les connaissances humaines, toutes les bibliothèques, tous les livres, les articles, etc. Et ils l'ont entraîné sur ça, sur les mots. D'abord, ça a commencé comme ça. Après, ça a été un entraînement supervisé. Il y a les humains qui viennent lui dire ça c'est vrai, ça c'est faux, etc. Comme ça se fait actuellement, les grandes sociétés, par exemple d'imagerie, sont en train d'entraîner l'intelligence artificielle pour reconnaître les images. Donc, pour dire ça c'est une image normale, ça c'est pas une image normale. Donc, ils ont pris des radiologues experts qui corrigent l'IA. Et les résultats, on les aura bientôt. Donc, ça, c'est la deuxième phase où l'apprentissage est donc renforcé par des humains. Et après, il y a donc l'entraînement avec la génération de textes, etc. Et plus vous l'utilisez, plus il s'entraîne et plus il s'améliore. En 2025, on estime que le niveau de ChatGPT est celui d'un doctorant. Hein. Lorsqu'il a commencé en 2018, c'était un niveau de primaire. Et il s'est amélioré. En 2020-2021, c'était un niveau d'un bachelier.
là, il est au niveau d'un doctorant et on anticipe que de 2026, il dépassera tous les êtres humains. Et donc, c'est comme si vous aviez un professeur universitaire de très haut niveau dans chaque domaine de connaissances, quel qu'il soit, à votre disposition. Donc, c'est en train de vraiment de... Mais donc, ça reste un assistant il ne remplacera jamais l'intelligence humaine, mais il est ultra performant. Les limites, on l'a dit, bien qu'il est impressionnant, en fait, là, il ne comprend pas du tout ce qu'on lui dit. C'est ce que je vous ai dit, c'est des maths. Donc, il dépend des données qu'on lui a données, donc il peut être biaisé. Donc, ça dépend de ce qu'on lui a donné comme données. Et donc, si les données sont fausses, il va donner une réponse fausse. Et puis, il peut générer des erreurs et surtout des hallucinations. C'est ça où il faut faire attention. Je vais y revenir tout à l'heure. Par exemple, la recherche bibliographique médicale, il ne faut pas le faire dans ChatGPT. Il peut vous générer des études fictives qui n'existent pas. D'accord? Donc, pas de recherche bibliographique médicale parce qu'il n'a pas accès aux articles médicaux. Il y a des IA spéciales pour la recherche, je vais vous en parler tout à l'heure. Et donc, les hallucinations, il faut faire attention. Il faut toujours checker les réponses. Donc, il ne faut pas prendre ça pour argent compte. Donc, quelles sont les utilisations possibles au cabinet médical? Alors, la plus simple, c'est le texte. C'est la rédaction de texte. Donc, par exemple, les courriers entre confrères, les rapports médicaux. Ça, c'est quelque chose qui peut faire très rapidement et très, très bien. Les comptes rendus, si vous avez la radio ou l'échographie, il peut vous générer rapidement des comptes rendus très facilement. D'accord? Personnalisés. Une utilisation que j'utilise aussi beaucoup, la synthèse d'un article scientifique. C'est-à-dire, vous prenez un article scientifique, un PDF, vous le lui donnez, et vous lui dites, explique-moi en quelques mots l'essentiel. Et il vous fait ça en une fraction de seconde. C'est génial. D'accord? Donc, un article, parfois c'est pénible de lire un article médical, ça peut être très long, il y a plein de courbes. Il le fait super bien, vous prenez un PDF, vous lui donnez, il vous donne tout de suite les principales idées. L'assistance au diagnostic, ce que notre collègue fait, effectivement, vous pouvez donner les symptômes. Par exemple, si vous avez un malade difficile, je le fais parfois quand j'ai des malades difficiles, je mets les compilations de symptômes et il peut vous donner les hypothèses diagnostiques à partir Donc parfois, dans des trucs rares, c'est normal, il y a parfois des maladies où il n'y a pas énormément de cas dans le monde, vous n'allez pas y penser du premier abord. Et donc, il peut vous générer plein y compris les hypothèses les plus rares. Donc, ça peut vous faire un peu de rappel. Ça peut être utile. Et donc, suggérer des diagnostics différentiels. Recherche d'informations, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être utile, mais à condition que vous lui donniez la littérature médicale. Il ne faut pas le laisser chercher, mais par contre, par exemple, vous avez une maladie rare, vous prenez les articles récents, vous les lui donnez et vous lui dites fais-moi un petit résumé sur cette maladie, par exemple. Il va vous donner les idées principales. Vous pouvez vous les résumer très rapidement. Donc tout ça, évidemment, ça améliore la prise de décision et ça, c'est de plus en plus utilisé maintenant. Mais on peut l'utiliser déjà au cabinet. Donc alors, deuxième problématique aussi, c'est les données patients. Il y a un problème éthique qui va se poser parce que est-ce qu'on peut partager les données des patients avec des intelligences artificielles? Normalement, dans l'éthique, il faut éviter de partager des données confidentielles ou des données de patients. Donc, en général, moi, je ne donne pas les identités, mais je donne juste les symptômes avec un prénom et l'âge, etc., mais sans donner l'identité des patients. Alors, pour la recherche bibliographique, c'est faisable, mais pas avec ChatGPT. Je vais vous montrer, il y a d'autres IA qui font ça, mais il peut vous faire une analyse statistique, il peut vous faire des graphiques très rapidement, il peut organiser les données, il peut même rédiger l'article facilement, il peut vous générer l'article en quelques minutes, écrire un questionnaire, écrire le protocole d'une publication, etc. Donc, pour les gens qui font des publications, etc., ça change la vie, les IA. Vous pouvez faire ça très, très, très rapidement. Et donc, évidemment, tout ça, conséquence, ça réduit la charge mentale, la charge administrative, ça permet de gagner du temps et pour s'organiser dans son cabinet. C'est en fait le truc le plus important. C'est meilleure organisation, gagne de temps. Hein, tout ce qui prend beaucoup de temps avec ce genre d'outils, ça vous permet de gagner. Mais il faut savoir leur parler. Comment parler aux IA? C'est ce qu'on appelle un prompt. C'est-à-dire, c'est la commande, c'est l'instruction que vous allez donner
à l'IA pour générer une réponse. Et tout va dépendre de comment vous l'avez formulé. Hein, c'est pour ça qu'on peut obtenir de meilleurs ou de moins bons résultats en fonction du prompt. Donc il faut que le prompt soit clair, précis. Vraiment, il faut l'orienter et il faut que ce soit long et bien détaillé. Voilà les caractéristiques d'un bon prompt. Il faut que ce soit clair, formulé simplement, sans ambiguïté. Il ne faut pas lui dire, par exemple, parle-moi du diabète. Ça, c'est un prompt qui n'est pas bon. Mais par contre, poser une question ciblée, détaillée, voilà, je veux savoir ça exactement. Donc précis, indiquant exactement ce que vous voulez, la longueur, le format, le contexte. Orienter même le temps, donc pour les courriers par exemple, est-ce que vous voulez un temps formel, académique, informel, etc., professionnel, structuré, donc donner le cadre précis, est-ce que vous voulez une liste, est-ce que vous voulez un tableau, est-ce que vous voulez, etc. Donc tout ça doit figurer dans le temps. Si vous faites ça, vous avez des réponses extraordinaires. Donc voilà, pour conclure, l'IA est en train de révolutionner la médecine, améliorant la qualité et l'efficacité de soins, et au cabinet, elle rendra de nombreux services. Je vais vous montrer un petit peu les meilleurs IA actuels, mais vous savez qu'à chaque fois que je refais ce topo, je suis obligé de l'actualiser, ça change tellement vite. Entre février, mars, avril, j'ai dû changer ça plusieurs fois. Alors, par exemple, pour les tâches quotidiennes, ChatGPT reste le meilleur pour le moment. Il est polyvalent et efficace, mais il est payant, ça coûte 200 dirhams par mois. L'abonnement, bon, il fait mieux que n'importe quel secrétaire que vous payez minimum 3 000 ou 3 000 dirhams. Mais, alors, il y en a d'autres. Il y a le service de Google, il y a Claude qui est très bon aussi dans la réflexion. Il est meilleur que ChatGPT. Il y a les deux Chinois, donc DeepSeek et Qwen, qui sont très bons aussi. Ils sont gratuits. Surtout Qwen, moi j'aime beaucoup. Non, vous pouvez utiliser français, anglais, arabe, derija, comme vous voulez. Hein. Ils comprennent tous tout. C'est ça le... alors il y a Grok aussi qui est l'intelligence artificielle de l'ex-Twitter de Elon Musk, qui est exceptionnel dans les recherches en temps réel. Vous voulez quelque chose, vous voulez une information sur quelque chose qui se passe maintenant parce qu'il a accès à Twitter, et donc vous avez les choses. Si vous posez la question, quelque chose qui vient d'arriver il y a quelques minutes, et il vous donne la réponse. Hein, alors pour la recherche bibliographique, surtout pas de ChatGPT. J'aime bien Borium, c'est un chinois, c'est un site chinois, il a accès à la littérature médicale et il peut vous faire de très belles recherches bibliographiques. Il y a Illicit aussi, il y en a d'autres, il y a celui de PubMed, de Sémantique, mais j'aime bien Borium, hein, le premier. Les générations d'images, ça si juste vous voulez vous amuser avec vos enfants. Il y a ChatGPT maintenant qui a amélioré sa génération d'images, mais il reste derrière Dali et Midjourney et Grok. Le seul qui permet, c'est la photo que je vous ai montrée de Trump et Macron avec Einstein en train de boire du thé marocain, ça c'est le seul qui permet de faire ça, c'est Grok. Les autres ne permettent pas d'utiliser les photos de gens réels qui existent. Ils ont un filtre qui ne vous permet pas de dire génère-moi la photo de quelqu'un. Trump en train, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu Trump en pape ou Trump Star Wars, etc. Ça, c'est Grok qui permet de faire ça parce qu'il n'a pas de filtre. Donc, vous pouvez utiliser les photos de gens réels pour créer des choses qui n'existent pas. Création de CV, il y a des IA spéciales pour faire des CV. Ça peut aider si vous avez des enfants. Les présentations. Il y a maintenant, vous pouvez, avec un prompt, demander de faire une présentation PowerPoint, par exemple. Fais-moi une présentation sur l'utilisation de l'IA en médecine dans le cabinet médical. Il faut vous générer. Bon, c'est pas très bon pour le moment, mais ça s'améliore de jour en jour. Mais par exemple, pour les enfants, pour faire des présentations, etc., c'est largement suffisant. Et donc, ça remet en question même la notion, par exemple, de devoir à la maison. Hein, ça ne sert à rien. Si vous donnez un devoir à un enfant, les enfants, ils connaissent ça. Il va faire un prompt, le prof a demandé de faire une présentation sur Charlemagne. Vous allez à Gamma, vous lui dites « fais-moi une présentation sur Charlemagne », il vous la génère en 3 secondes, c'est fini. Le travail est fini. Vous voyez, donc il faut tout revoir. Le système éducatif doit être revu, parce que tout est à revoir. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, je fais beaucoup de réunions.
La première, par exemple, je l'utilise, otter.ai. Vous faites une réunion Zoom, par exemple. À la fin, vous avez la retranscription qui a dit quoi, etc. de toute la réunion. On n'a plus besoin de secrétaire qui prend des notes, etc. Et il comprend toutes les langues, etc. Et il y en a beaucoup qui se développent, et ça s'améliore de mieux en mieux. Voilà, donc ça, c'est la dernière diapo. C'est un peu toutes les utilisations qu'on peut faire en cabinet, et on peut les voir une par une, celles qui vous intéressent, et on fait des exercices pratiques. Donc, moi, j'utilise beaucoup la rédaction de courrier, je vous l'ai dit, les rapports médicaux, les comptes rendus, radio et écho, par exemple, si vous avez la radio et l'écho à votre cabinet, la synthèse d'un article, l'aide au diagnostic, l'analyse statistique, traduction. Donnez un grand texte, il peut vous le traduire dans n'importe quelle langue. Donc, vous pouvez traduire de n'importe quelle langue vers n'importe quelle autre langue. Donc, le métier de traducteur, d'ailleurs, pratiquement est mort. La recherche bibliographique, on l'a vu, on peut faire des essais si vous voulez. La rédaction des articles, l'analyse d'images, ça c'est encore moins bon. C'est-à-dire lui donner une radio et lui dire interprète-moi la radio, pour le moment, c'est pas bon. Mais ça va venir. Hein. C'est une question de quelques années. Je suis sûr que ça va venir. Vous pouvez prenez une photo d'une radio, vous allez la donner à... Je le fais de temps en temps. Mais ce n'est pas très bon. Je l'ai déjà fait, par exemple, une fois, j'avais une malade difficile. J'avais une image d'un scanner avec une spondylodicite et des images de destruction du disque. C'était une patiente âgée. Et la question qui se posait à moi, elle avait une petite CRP un petit peu élevée. Biopsie ou pas biopsie? Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que c'est plutôt bénin arthrosique ou est-ce que c'est plutôt suspect? Est-ce que ça fait infectieux ou est-ce que ça fait malin? Donc, bon, pour m'amuser, mais bon, je sais que ce n'est pas très bon. J'ai pris la photo, je lui ai donné. Il a évoqué plutôt en premier spondylodicite en conseillant de faire une biopsie. Alors après, j'ai discuté avec le radiologue en détail et il était du même avis. Et finalement, c'était une tuberculose. On a fait la biopsie, c'était une tuberculose. Donc, c'est juste pour vous dire que mais c'est quelque chose qui s'améliore. Et bientôt, ça va être très bon. Pour le moment, il ne faut pas le faire, ou si vous le faites, il faut rester critique. Ce n'est pas très bon. Alors, les questionnaires, les présentations, je vous en ai parlé. Génération d'images, vous pouvez générer n'importe quelle image, création de CV. Les jeux de rôle aussi, c'est très intéressant. Bon, par exemple, pour expliquer par exemple une maladie à un malade, etc. Vous pouvez faire un jeu de rôle avec ChatGPT, par exemple. Vous pouvez lui dire, tu fais le médecin, je fais le malade, ou l'inverse, et on discute un petit peu pour expliquer. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Il parle en dérija à ChatGPT. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez parler en dérija avec ChatGPT. Voilà. Donc on peut passer à des exemples pratiques. On commence par quoi, dites-moi, et on essaie de... C'est ce qui fait de moins bon, mais on peut le faire, si vous voulez. Vous préférez les diagnostics? D'accord. Moi, je préfère les comptes rendus radiologiques et échographiques. Oui. Parce que les médecins ils font beaucoup d'échographies. Oui, on peut tous les faire, il n'y a pas de souci. On fait des exemples l'un après l'autre. On commence par ce que vous voulez. Alors, où est-ce qu'il est? J'aurais besoin, je pense, de mes deux mains. Voilà, ça c'est ChatGPT. Alors, un cas clinique, vous pouvez me donner des symptômes, par exemple, et on va lui demander de nous générer des hypothèses diagnostiques. On commence par ça? Oui. Allez. Donnez-moi, par exemple, un exemple, un malade que vous avez en tête. Bon, on propose par exemple un patient âgé de 65 ans. Âgé d'ailleurs. Alors, je vais mettre le micro de ChatGPT et présenter le malade. Un patient âgé de 65 ans et qui se présente pour une asthénie, une fatigue, des sueurs nocturnes et amaigrissement avec une toux sèche. Très bien. Est-ce que tu peux nous évoquer quels sont les principaux diagnostics à évoquer et quel bilan demander chez ce malade? Alors, ce qui est extraordinaire avec ChatGPT, c'est qu'il a la reconnaissance vocale.
ce que les autres n'ont pas. C'est pour ça que moi j'aime bien ChatGPT. Alors vous voyez, regardez la transcription, alors c'est un peu petit, mais il a tout reconnu. Hein. Vous voyez tout ce que vient d'être dit. Et je lance. Ça va prendre quelques secondes. Voilà, il a résumé. Chez un patient de 65 ans présentant une asthénie, fatigue, sueur nocturne, amaigrissement, toux sèche, diagnostic à évoquer en priorité, infection tuberculose, hémopathie maligne, cancer bronchopulmonaire, infection virale, maladie inflammatoire. Là, je pense que c'est le Wi-Fi qui bug, parce qu'il s'est arrêté. Peut-être que je devrais connecter mon téléphone, parce que si le Wi-Fi n'est pas bon, vous êtes mort. Alors, exactement, parmi les inconvénients. oui, mais bon, il faut avoir une bonne connexion, mais c'est tout. Après, voilà, il a, en fait, c'est le réseau. Voilà, et je lui demande de régénérer. Voilà, infection virale, pathologie tumorale, cause inflammatoire auto-immune, etc., etc. Voilà, bilan de première intention. Et il vous liste le but. Et il vous dit à la fin, souhaites-tu un arbre décisionnel rapide pour l'orientation diagnostique? Oui, vous le voulez? Ok, on va lui dire oui. Voici un arbre décisionnel. Bilan initial, voilà ce que vous allez faire. NFSR, ionogramme, azat, alat, électrophorèse, sérologie VIH, hépatite B et C, intradermaux ou contiférant, radiographie ou TDM thoracique et un ECBU. Non, ECBC, ça doit être les crachats. Étape 2, orientation selon les résultats. Donc TDM anormal, nodule, masse, adénopathie, infiltrat, donc adressé au pneumologue, biopsie, fibroscopie, suspicion cancer, tuberculose, sarcoïdose, etc. Syndrome inflammatoire, cytopénie, hyperlymphocytose, hématologie, suspicion lymphome, leucémie, etc. TDM normal, syndrome inflammatoire, anomalie immunologique, vous faites un bilan auto-humain. Bon, vous voyez que ça aide beaucoup. D'accord? Souhaites-tu que je te l'adapte sous forme graphique ou une diapositive? Bon, ça, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc, vous voyez, l'utilisation est géniale. Non, jamais. Non. Ça, c'est une aide. C'est un plus. Il ne remplacera jamais le médecin. Jamais. Non, moi je l'utilise très rarement dans cette optique-là. Je l'utilise dans des cas très rares ou très, très difficiles, compliqués, où il y a plus. Mais bon, dans les cas habituels, vous n'avez pas besoin de ça. Mais dans des cas un peu bizarres ou un peu, il peut vous rappeler des diagnostics un peu rares auxquels vous n'avez pas pensé. D'accord? Parce que lui, il est systématique. Pour lui, certains symptômes, voilà. Il va vous donner exactement tout ce qui peut être évoqué. Allez-y. Oui, bien sûr. Oui. Les reconnaissances d'images, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas encore performant à 100%, mais il peut reconnaître des images. Si vous voulez m'envoyer une photo et je le lui donne, et on peut faire l'essai tout de suite. Hein. Je vous donne mon téléphone, envoyez-les moi par WhatsApp et regardez si vous avez une photo. Sinon, on peut faire ça. Moi, je fais, par exemple, une utilisation que je fais, ça n'a rien à voir avec la médecine. Si vous êtes en voyage, vous faites du tourisme, vous êtes devant un monument, n'importe où dans le monde, vous ne savez pas ce que c'est. Vous prenez en photo, vous lui donnez, il vous dit exactement de quoi il s'agit avec l'historique. C'est mieux que n'importe quel guide touristique. C'est juste il reconnaît n'importe quel monument, n'importe où dans le monde. Oui. Notez le téléphone d'Yali, 06 61 54 71 90. Donc, en attendant que vous envoyez ça, on peut faire par exemple les comptes rendus. Oui. Un courrier. Oui. Vous avez deux choses. Vous avez le petit micro ici. Ça, c'est pour lui parler. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous dictez. Hadi, il va ouvrir une boîte de dialogue et vous allez parler avec lui. Il va parler. On peut l'essayer, c'est très amusant. Mais ça va être de la discussion.
Qui a une question, par exemple, à poser Ce chat GPT, c'est un logiciel qui est installé. Est-ce qu'il vous faut dans vos outils informatiques quelque chose à installer dans votre ordinateur, dans votre smartphone pour utiliser ce chat GPT? Première question. Première question. Alors, vous pouvez accéder à ChatGPT soit sur un navigateur. Il suffit de créer un compte. Vous créez un compte vous avez un compte Google Gmail, par exemple. Avec votre Gmail, vous créez un compte. Et sur votre smartphone, vous pouvez installer une application, ChatGPT. Il y a l'application. D'accord ? Et sur l'ordinateur, moi, ce que j'utilise ici, ce que vous voyez, c'est l'application ChatGPT que vous pouvez télécharger gratuitement. Après, vous avez ChatGPT basique gratuit, qui est un peu limité, qui vous autorise à faire quelques requêtes par jour. Avec 200 dirhams par mois, c'est ça, vous avez illimité. Et il y a une formule à 2000 dirhams par mois. C'est pour les sociétés, pour les gens qui font de l'utilisation des générations de vidéos, des générations de films, etc. Voilà, $200 par mois. Moi, j'utilise gratuitement. Ouais, vous pouvez utiliser gratuitement. Moi, il me donne tout ça. Ah, bien sûr. Mais il vous limite, il y a une limite par jour. C'est ça, il y a une petite limite. Avec 200 dirhams, vous n'avez aucune limite. Voilà. Et les Chinois font la même chose. Je préfère ChatGPT. La commande vocale, vous êtes obligé d'écrire. Ça prend du temps d'écrire. Avec la commande vocale, vous gagnez du temps. On l'installe sur notre téléphone, par exemple, et on a nos données de compte bancaire. Non, il va retenir uniquement ce que vous allez lui donner. Il n'a pas accès à vos données. C'est vous qui mettez les données dans ChatGPT. Donc vous choisissez ce que vous allez évidemment donner, pas vos cartes, données bancaires. Non, il n'a pas accès du tout. Non, il n'a pas accès. C'est vous qui... Par contre, alors ça c'est juste entre parenthèses, à force de l'utiliser, il commence à vous connaître. Et maintenant, il y a un prompt par exemple où... une fois, je lui demandais ça, il peut vous faire un profil psychologique incroyable sur vous. Et il vous connaît mieux que vous-même. C'est fou, c'est fou. Quand vous allez commencer à l'utiliser, il y a des prompts, il peut vous faire un vrai profil psychologique et vous projeter dans l'avenir. C'est incroyable. Parce que, à force de l'utiliser, il vous connaît très bien. Il commence à vous connaître très bien. Bien sûr, tout ce que vous mettez, il part aux États-Unis. Bien sûr, tout ce que vous mettez dedans, il part enrichir leur base de données. Parce qu'on est tenus tous Ouais. à la confidentialité. Bien sûr, c'est pour ça que je vous disais, ne mettez pas moi je ne mets pas le nom des malades. Voilà, mais... On commence par le courrier, allons-y. Vous voulez me dire ce que vous voulez, à qui, etc. On parle de quoi? Oui, par exemple, allez-y, dites-moi un petit peu. Le même patient, très bien, au pneumologue. Très bien. Alors, rédige-moi un courrier pour ce patient que je dois adresser au pneumologue. Donc, le premier bilan a montré un syndrome inflammatoire. J'ai donné un traitement antibiotique pendant 10 jours qui n'a pas marché. Et donc, je voudrais l'adresser à professeur Bourkadi, le pneumologue, pour avis. Alors, là, il a raté avis, il a écrit agi. Voilà, corrigé. Hop. Voilà un modèle de courrier. Votre nom, à l'attention du professeur Bourkadi, pneumologue, objet de demande d'avis spécialisé. Chers confrères, je vous adresse monsieur, donc le nom vous ajoutez manuellement, âgé de 65 ans, vu en consultation pour une asthénie marquée, fatigue persistante, sueur nocturne, amaigrissement non chiffré, tout sèche, évoluant depuis plusieurs semaines. Le premier bilan a objectivé un syndrome inflammatoire CRP élevé. Comme je ne lui ai pas donné la CRP, il a un élevé. Je n'ai pas donné de chiffre. Si j'avais donné le chiffre, il l'aurait mis. Une antibiothérapie probabiliste de 10 jours n'a pas permis d'amélioration clinique.
Devant la persistance des signes généraux et respiratoires, je sollicite votre avis spécialisé pour une exploration plus approfondie, notamment à la recherche d'une pathologie infectieuse tumorale ou interstitielle. Je vous remercie par avance pour votre prise en charge, bien confraternellement. Très beau courrier. Oui, il peut. Je peux lui donner. علاش بغيتي Word. Vous faites copier-coller. عندك un logiciel dans le cabinet? Non. Dans ce cas, vous avez besoin de Word, oui. Je peux. Est-ce que tu peux me générer un fichier Word pour ce courrier? Ça va prendre un peu de temps, mais il peut le faire. Hadi, ça lui demande un petit peu de temps parce qu'il doit le transformer en fichier. Voilà. Ça finit en .doc. D'accord? Autre chose? Compte rendu médicaux ou compte rendu de radio, d'échographie? Alors, qui veut nous donner le contexte? Attends, on a un exemple, comme ça on lui demande. Échographie, de quoi? Douleur de la fossilière droite chez un enfant de 12 ans. Oui, comme ça. Alors, rédige-moi le compte rendu d'une échographie abdominale. À propos d'un enfant de 12 ans qui a une douleur de la fosse iliaque droite d'installation brutale associée à du vomissement et fièvre. Une lésion que je suspecte une appendicite. Alors, l'idéal, c'est pas lui qui doit deviner ce que vous avez fait. C'est-à-dire, vous allez lui dire, voilà, j'ai trouvé une image hypoéchogène, par exemple, etc. Et alors, il a reconnu l'échographie. Alors, on va montrer. Alors, on va continuer. Alors, dites-moi ce que vous avez trouvé. Épaississement, par exemple. Épaississement de la... J'ai lancé le truc. Alors, l'échographie a montré un épaississement de... Un épaississement de la paroi intestinale appendiculaire qui est borne et avec une fustulisation avec un peu de liquide. Ça, il faut lui donner un petit peu voilà, ce que vous avez vu et lui... Alors, voilà. Échographie abdominale. En âge 12 ans. Date de l'examen, indication, douleur aiguë de la fosse iliaque droite avec des formations locales. Compte rendu. L'examen met en évidence en fosse iliaque droite une formation tubulaire, non compressible, appendiculaire, dont la paroi est épaissie, mesurant environ. Il existe un aspect de fistulisation, hyperéchogilicité périappendiculaire, évoquant un épanchement liquidien localisé sur l'abondance. Pas d'image d'abcénie de masse appendiculaire, pas d'anomalie notable. Conclusion, aspect échographique en faveur d'une appendicite aiguë. Oui. Et donc, plus vous donnez des détails, mieux c'est. C'est-à-dire, vous allez donner ce que vous avez vu, et lui, il va vous structurer ça sur un compte-rendu bien rédigé et hyper bien fait. D'accord? Vous voulez un autre exemple? Alors... Il n'y a pas de raison. Là, il y a deux images. Alors, il y a une radio pulmonaire. OK. C'est des trucs différents, Yak. Alors, est-ce que je peux faire ça directement ici? Donc, normalement... Enregistrer dans téléchargement, je pense que ça va être plus simple. Téléchargement. Voilà. Qu'est-ce que tu vois sur cette radio pulmonaire? Est-ce que tu peux me donner des pistes? Est-ce que tu peux me donner une interprétation? Bon, ça il le fait moins bon. Il ne faut pas trop attendre de ce... Non, le CG, il peut faire très bien. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre la photo de le CG. Le CG, il est mieux, il est meilleur. Les radios, c'est moins bon. Alors, merci pour l'image. Sous réserve de la qualité de l'absence, de données cliniques. Il vous reproche de ne pas donner de données cliniques et de...
Voilà. Interprétation radiographique, donc face thorax, opacité basale bilatérale à prédominance droite, assez dense, homogène, effaçant les contours du diaphragme droit et du cœur, épanchement pleural droit de grande abondance, liquide refoulant les structures adjacentes, possiblement un épanchement gauche modéré, médiastin semble élargi de façon modérée, aucun foyer parenchymateux aéré franc visible, présence d'un matériel dense en regard de la région médiastinale, hypothèse diagnostique à évoquer. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas bien vu l'image, est-ce qu'il a raison ou pas, hein? Alors, est-ce qu'il a raison? Globalement, oui. Il y a un petit épanchement des deux côtés, élargissement médiastinal, donc c'est bon. Mais bon, je vous l'ai dit, il ne faut pas trop vous fier, il faut toujours vérifier, mais il peut vous aider à générer effectivement des choses, oui. Si vous lui donnez la clinique, c'est encore mieux. Ok, excusez-moi, seulement. Le temps qui nous a été alloué est épuisé. Épuisé, c'est vrai. Et oui, malheureusement, c'est très passionnant ce que vous êtes en train de nous raconter. On aurait aimé rester ici encore 6 heures, mais on est obligé d'arrêter parce qu'il y a notre couple qui nous attend. Ouais, j'espère que ça va vous donner envie d'aller plus loin. Et puis, on vous remercie infiniment. C'est fait les WhatsApp. Alors, j'ouvre mon WhatsApp. Terminé. Alors, WhatsApp, il y a juste télécharge, enregistré dans téléchargement. Il y a téléchargement, téléchargement. Où je la mets directement ici. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que tu vois sur cette photo? C'est un cuir chevelu, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Bon, c'est un psoriasis, il évoque des diagnostics. Merci beaucoup. On peut ajouter encore 5 minutes si ça ne vous intéresse. Avec plaisir. Vient de me dire. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone? Bien sûr, 06 61. Cette présentation, elle va être donnée à l'association. Je peux vous l'envoyer. La présentation, on m'a fait, ouais, c'est plus la pratique. C'est pour un débutant. Bien sûr, bien sûr. Je vous l'envoie, c'est le téléphone, c'est le WhatsApp, avec grand plaisir. 06 61. 06 61 54 71 90. 71. Ouais, 90. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Faites les 5 minutes, vous voulez quelque chose d'autre? Vous m'avez envoyé une image? WhatsApp? Alors, fermons ça. Le CG? Non? Je connais le CG. Je ne sais pas si tu m'as là. C'est la dermato, donc avec le truc de... Non, j'ai que le CG. Bon, on va déjà... j'ai comment relever le numéro. Voilà. Le CG, qu'est-ce qu'il montre? Comme ça, on sait s'il est... Alors ça, c'est un ECG. Est-ce que tu vois quelque chose d'anormal? Bon, c'est pas très bien comprendre. L'idéal, c'est de donner le contexte. ECG de quelqu'un qui est âgé 2, qui a certains signes, etc. Parce que là, je le laisse complètement vague, mais c'est pas bon. L'idéal, c'est de donner le contexte. 90. Alors, première vue, plusieurs anomalies notables, T négative profonde symétrique, segment ST isoélectrique légèrement sous-décalé, syndrome coronarien aigu sans sus-décalage, ischémie sous-épicardique antérolatérale, etc. Quelque chose moins probablement hypocalémie, conduite à tenir, troponine, usage cardiologique, etc., etc. Voilà. Vous voulez autre chose? Qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, je ne sais pas, la recherche bibliographique, ça vous en aide. La recherche d'images, la recherche bibliographique. Je vous avais parlé du borium. Alors, Hada Grok, je ne sais pas si vous connaissez, il faut avoir un compte X pour utiliser Grok. Grok, il est bon pour tout ce qui est recherche, pas bibliographique, pour les recherches
actualité chez Haja, c'est pas un truc chez séisme quelque part, ou là, une actualité médicale quelque part, ou là. Mais il est très bon aussi, c'est l'équivalent de ChatGPT, c'est la même chose. Hein. Il y a une version gratuite et une version payante. Sinon, Borium, est-ce que je l'ai quelque part? Sinon, Borium, où est-il? Je venais un an. Ouais. Alors, est-ce que je l'ai écrit correctement? Borium AI. C'est chinois. Ça vient d'apparaître. Hein, il y a quelques semaines. Hein. Start exploring. Voilà. Alors, là, c'est de la recherche bibliographique. Donnez-moi un sujet médical. C'est ce que j'ai oublié, c'est les PDF. Rappelez-moi de faire un PDF. Je vais dire là. Kawasaki. Je vais dire Kawasaki. Un résumé, c'est-à-dire les données essentielles. Kawasaki. Non, c'est une recherche bibliographique. C'est plus les recherches médicales, les articles. Kawasaki, actualité, traitement, مثلا. Bon, on va commencer par ça. Juste pour vous. Là, il est en train de comprendre la question. Il comprend en anglais. Vous voyez, understanding the question, etc. Il cherche 160 millions de papiers, Kawasaki disease, etc. Il est en train de chercher des références. Et là, il vous sort les. Voilà. Kawasaki disease and update. Là, il vous sort les articles médicaux. هذه ماشي هذيك اللي بغيتي انت بحال يدير لك un résumé, c'est plus ChatGPT. هذا c'est pour vous sortir les articles. Il fait la recherche bibliographique. Il fait la recherche bibliographique. Voilà. Alors que ChatGPT peut faire ça très bien. Est-ce que tu peux me faire un petit résumé en quelques lignes sur la maladie de Kawasaki, ce que c'est, comment faire le diagnostic et le traitement? Ça, ChatGPT peut le faire très bien. La khor, c'est plus pour avoir les articles. ChatGPT, si vous lui demandez de sortir des articles, il peut vous sortir des choses qui n'existent pas. Il invente. Voilà. Un petit résumé. Définition Shnaïa, diagnostic, biologie, complications majeures, traitement. D'accord? Et il peut résumer encore moins. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est lui donner un PDF et lui demander de résumer ça. Alors, je vais chercher, je sais pas, je vais chercher l'article que j'ai. Alors, je vais chercher dans mon. Par exemple. On peut résumer, par exemple, le livre. Oui, ça va lui prendre plus de temps, mais oui, c'est facile. Voilà, par exemple, là, je mets mes articles là. Alors, par exemple, c'est un article du Lancet sur l'arthrose. Article du Lancet sur l'arthrose. Bon, c'est un article plutôt, voilà, je le mets ici. Et là, une fois vous lui donnez le PDF, vous pouvez poser les questions sur le PDF. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Un petit résumé? Donne-moi les 5 idées les plus intéressantes de cet article. Mais vous pouvez poser des questions encore plus détaillées. Chez Haja, fausse l'article. D'accord? Il a mal compris. Il a écrit dans le moins. Attends, on va refaire. Fais-moi un résumé des 5 idées les plus intéressantes de cet article. Alors, j'ai mis mon téléphone dans ma poche, peut-être qu'il capte. Parce que je suis connecté avec mon téléphone. Ah, il n'a plus de réseau, je pense. Ah si, c'est bon. Voilà, alors. Donc là, ça lui demande un peu de temps pour digérer l'article. Merci, je n'ai pas encore reçu l'article. Ah bon. Alors, je vous agrandis ça. Vous avez vu?
Ça prend quelques secondes. Voici les idées les plus intéressantes. Il vous donne la référence, Lancet 2019. L'arthrose est une maladie, etc. La douleur dans l'arthrose relève d'un modèle biosocial, le diagnostic clinique, le traitement repose sur, etc. Un jour, c'est fini les examens pour les étudiants. Non, c'est la manière d'évaluer doit changer. C'est-à-dire il ne faut pas... La plupart des universités, au départ, ils ont commencé à bannir l'utilisation de ChatGPT et des IA. Mais après, ils ont compris que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc maintenant, il y a une tendance inverse. C'est accompagner les gens et les former à bien utiliser les IA. Dans l'enseignement, dans l'évaluation et tout. C'est-à-dire, même l'évaluation, on trouve le ChatGPT. Et fais-moi ça fait, on arrête 2 minutes. Tu donnes l'évaluation avec ChatGPT, tu évalues, tu vois. Surtout la formation via la technologie. Ouais. Le stockage de l'information, les étudiants, le stockage dans le cerveau, apparemment avec le temps, c'est pas possible. Oui. Il y a des stockages dans le... Bien sûr, mais tout change. Maintenant, ça va être plus un stockage intelligent, c'est-à-dire savoir plus faire des associations, savoir mieux associer les idées, on va dire. Oui, le risque... moi, je suis convaincu que non. C'est-à-dire celui qui était paresseux va le rester, celui qui est intelligent va bien utiliser tout ça pour devenir encore plus intelligent, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir tout ça. Et puis, si vous voulez, on peut le refaire en des ateliers pratiques dans vos associations respectives. Ouais.